Il existe plusieurs façons de faire tourner un Jupyter Notebook et de faire tourner la distribution Anaconda. Mais la plus simple, celle qui devrait vous éviter de rencontrer des problèmes avec des histoires d'exportation, de variables d'environnement ou autre, c'est d'exécuter l'application Anaconda elle-même. Donc n'essayez pas d'aller chercher les notebooks et d'exécuter directement le notebook pour charger Jupyter Lab. Vous chargez Anaconda. Alors c'est un peu plus lent, mais vous voyez, j'ai cliqué ici, j'ai mis Anaconda dans la barre des tâches en bas, et il faut quand même quelques secondes avant que ça se charge, que le logo apparaisse avec l'initialisation qui démarre. Donc ça va prendre, suivant votre PC, 30 bonnes secondes. Bon, faut être patient. C'est un environnement très riche, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont initialisées. C'est un environnement très puissant, très performant, puisque c'est une interface web pour exécuter du Python. Voilà, donc ça y est, Anaconda s'est chargé. C'est assez ennuyeux parce que assez régulièrement, il va proposer de vous enregistrer pour le AI Coding Help. Donc vous refusez, vous cliquez sur la petite croix ici et vous déclinez. Vous déclinez la proposition. Donc je vous rappelle à quoi ça ressemble, hein. Vous avez tout un tas d'outils ici. Peut-être avez-vous déjà utilisé Spider. Il est intégré dans la distribution Anaconda. On a ici notre environnement par lequel on est passé, par lequel on a installé Git. Et on va se servir dans ce TP. Profitons-en pour vérifier deux trucs. Dans les packages qui ne sont pas installés, on va utiliser un petit package, une petite bibliothèque qui est assez modeste, mais qui est utile, qui permet de travailler autour de la notion de chiffres significatifs, qui s'appelle Sigfig. Et vous voyez que ça, c'est pas proposé par Anaconda. Ça fait pas partie, alors c'est ni des applications installées, je l'ai vérifié avant, ni des applications que Anaconda propose d'installer. Donc c'est passé sous les radars de Anaconda. Donc il faudra faire différemment. Il y en a d'autres en revanche qui doivent être présentes, hein. On va se servir de RDKit. Ben non, même pas. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est pas super pratique. On va se servir d'une autre application de chimie qui s'appelle Mendeleev, qui n'est pas non plus proposée par Anaconda. Donc si on voulait installer ces bibliothèques, ça serait un peu, en passant par Anaconda, il faudrait rajouter ce qu'on appelle des channels. Donc il faudra aller chercher sur d'autres ressources que les ressources de base d'Anaconda. Mais vous inquiétez pas, on va réussir à installer toute la bibliothèque pour la chimie, mais en faisant différemment. Donc revenons au Home. L'outil qu'on va utiliser, c'est Jupyter Lab. Donc Jupyter Lab vous offre un environnement interactif pour à la fois pour développer donc des notebooks ou exécuter des notebooks. Donc c'est on va le décrire, hein, un notebook contient à la fois du texte, éventuellement des images et du code Python qu'on exécute. Et c'est un environnement web. Donc quand on va faire un launch, encore une fois, soyons un peu patients. Vous voyez ici la petite barre bleue qui dit que ça réfléchit. Et c'est en train de charger Jupyter Lab, donc cet environnement web interactif, à l'intérieur du navigateur de votre système. Voilà. Bon, ça nous dit accessoirement qu'il y a une nouvelle version. Je ne vais pas l'installer maintenant, hein. Voilà, donc il y a... voilà le notebook. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Ça fonctionne dans Jupyter, ça fonctionne dans le navigateur. Je peux masquer le navigateur de Anaconda. Donc il y a deux navigateurs, hein. Il y a le navigateur Anaconda et il y a votre navigateur web. Donc voilà le notebook PyFischem qui est chargé ici. Alors il s'est chargé par défaut parce que c'est le dernier truc que j'ai utilisé. Mais sinon, il y a les plus grandes chances que ça s'ouvre comme ça, la première fois. Donc vous êtes dans votre environnement PyFischem. Vous avez le navigateur de fichiers ici. Éventuellement, par défaut, il va vous mettre au même niveau qu'Anaconda. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Vous allez voir Anaconda, vos répertoires locaux ici, et le répertoire PyFischem, dans lequel vous avez une série de... Donc je vais l'agrandir ici. Ça c'est le navigateur intégré à Jupyter Lab. Et parmi tous les notebooks, ils sont tous en orange ici. Ils ont tous une extension
IPyNB. Donc vous avez chimie théorique et modélisation, vous cliquez 2 fois et il se charge. Et ici, bon, je peux réduire le panneau de gauche pour donner toute la place dans le navigateur au notebook. Ça a chargé le document dans le navigateur, mais on va bien pouvoir faire du Python au sein de cette feuille, de ce Jupyter Lab, de cette sorte d'application Jupyter Lab qui se charge dans le navigateur. Donc vous avez ici un certain nombre d'éléments importants à connaître. Sur la gauche, si vous cliquez sur l'icône de dossier, ça vous permet de voir tout le contenu de ce répertoire PyFischem. Voilà, je peux l'agrandir un peu juste pour la démonstration. Ça vous intéresse pas. C'est lié à des notions de kernel, etc. Donc ça vous intéresse pas, c'est plutôt pour des développeurs. Ce qui peut vous intéresser ici, c'est qu'effectivement, ce qu'on peut voir, c'est la structuration de ce document. On a utilisé un langage de description du document, de commentaire du document qu'on appelle le langage Markdown. Bon, c'est comme ça. Mais ça permet de structurer un document avec des titres principaux, des sous-titres, des sous-sous-titres, etc. Donc là, vous voyez un petit peu la structuration du document. Vous pouvez éventuellement cliquer sur la petite icône ici pour voir la numérotation. Si vous voulez voir la structuration en termes de numérotation et d'incrémentation des numéros. Et ça vous intéresse pas non plus parce que c'est si on veut installer des extensions à Jupyter Lab, à cet environnement Jupyter Lab. Donc dans un premier temps, ça ne va pas vous intéresser. Je vais réduire la partie de gauche ici, voilà, qui est la partie table des matières. Donc vous avez un certain nombre d'informations. Donc si on regarde rapidement ici, vous avez beaucoup de choses qui sont, il y a du texte, il y a des titres, vous voyez des titres, des sous-titres, du code Python, des parties ici commentées, etc., etc. Donc ça c'est le document sur lequel vous allez travailler et dans lequel vous pouvez exécuter du code Python. C'est organisé en cellules en fait. Donc ça c'est une cellule, j'ai mis le curseur à l'intérieur, vous voyez ici que c'est une cellule de code, et si je clique sur cette cellule-là, vous voyez que c'est une cellule Markdown. Donc une cellule Markdown, c'est une cellule dans laquelle on a mis du texte, c'est un texte enrichi, on peut, il y a une codification, on peut mettre des parties de phrases en gras, en italique, insérer des images, etc. Si vous voulez voir comment c'est fait, et ça risque que vous arrivez une fois ou deux de voir la structuration d'une cellule Markdown par erreur, mais il suffit simplement de cliquer 2 fois dessus. Et là, vous voyez comment est écrit le texte en réalité. Donc en particulier 2 étoiles, un mot, une phrase encadrée entre 2 étoiles, c'est pour mettre le mot ou la phrase en gras, etc. Pour ceux qui connaissent HTML, le langage HTML, il y a des bouts de HTML là-dedans. Voilà. Bon, si par accident vous cliquez 2 fois sur une feuille comme ça, comment vous pouvez faire pour vous en sortir? Il vous suffit de cliquer sur la petite icône ici Run ou Play. Ça c'est pour exécuter la cellule. Et sinon, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez faire Shift Enter. Donc c'est ce que je vais faire ça au clavier. Oups, faut pas que je me trompe de flèche. Si je fais ça au clavier, ça réexécute la commande. Et il va en être de même pour exécuter une cellule Python. Tous les notebooks de PyFischem commencent par une cellule qui ressemble à ça. C'est l'initialisation du notebook et ça va donner une mise en page particulière au notebook. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui savent programmer en HTML. Ça charge en particulier du code CSS, donc des feuilles de style CSS. Je ferme la parenthèse. Donc encore une fois, il vous faut toujours commencer par exécuter cette cellule. Donc soit en cliquant sur l'icône ici, soit en cliquant n'importe où à l'intérieur de la cellule, sur n'importe quelle ligne, et vous faites Shift Enter. Et vous voyez que ça a appliqué la feuille de style. Donc ça a tout de suite fait apparaître les titres et les sous-titres avec des styles particuliers. Et en particulier certaines parties du texte sont enrichies avec un fond gris ou bleu ou vert
ou jaune, hein, vous verrez au fur et à mesure, ou rouge, ici. Donc qui permet de donner une structuration encore un peu plus claire au document. Donc là, vous avez un peu de texte à lire. On vous dit, on vous explique ici quel est l'état d'esprit dans lequel ce notebook Python a été créé, et que vous pouvez y trouver un intérêt suivant que vous êtes chimiste ou physico-chimiste, informaticien, physicien, mathématicien, ou que vous êtes dans une filière de type sciences de l'ingénieur ou prépa concours. Donc c'est des approches, il va y avoir des approches différentes, et c'est à vous de faire votre marché, en quelque sorte, pour essayer de vous approprier les parties du code qui sont les plus proches de ce qui est intéressant pour vous, dans votre domaine. Donc en général, on a essayé un petit peu partout, de vous guider, pour savoir un petit peu ce que vous devez, si telle ou telle partie est vraiment pour vous, s'il est nécessaire que vous l'appropriez. En particulier, il y a des parties où on a développé des espèces de macro-commandes Python. En fait, on a développé des classes Python qui s'appuient sur le fait que Python est un langage orienté objet. Donc ça, cette partie de développement-là, elle est intéressante pour tout le monde dans la mesure où elle permet de simplifier l'utilisation de certaines bibliothèques chimiques qu'on va utiliser. Donc en soi, elle est importante. En revanche, les exercices associés, qui consistent à analyser le code de Python, ça c'est plutôt intéressant, a priori, pour celles et ceux qui sont engagés dans une filière informatique, ou pourquoi pas une filière mathématique en ayant un intérêt pour les maths appliquées. Voilà, donc vous avez plusieurs parties, et chaque fois que vous voyez ici un petit crochet, vous avez un code de Python à exécuter, et donc là vous mettez n'importe où à nouveau, et vous exécutez la commande. Et je vois que c'est la deuxième commande que j'exécute, la deuxième commande de Python, ou série de commandes Python, ou d'instructions Python que j'exécute. Donc là, ça, j'ai à nouveau une partie Python, donc à vous d'identifier les parties Python, et à les exécuter pour rendre ce notebook interactif. Et de toute façon, par défaut, les affichages, les sorties ici du notebook ne sont pas donnés dans le notebook que vous avez téléchargé. Donc vous devez l'exécuter pour voir ce que donne telle ou telle partie. Donc là, la première partie, par exemple, c'est utiliser les constantes fondamentales, la bibliothèque de constantes fondamentales, qui est contenue dans SciPy, qui est la bibliothèque scientifique pour Python. Donc vous avez du descriptif, du texte à lire sur soit la partie Python, soit la partie scientifique. Alors là, j'ai une erreur parce que ça me dit le name ME is not defined, tout simplement parce que j'ai oublié d'exécuter la cellule avant. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, donc si maintenant j'exécute cette cellule et que je réexécute celle-ci, j'ai pas de message d'erreur. Il n'y a pas de piège hein, dans ce notebook, normalement tout doit fonctionner, il n'y a aucune erreur dans ce qui vous est proposé. S'il y a une erreur, c'est accidentel, c'est un bug qu'il faut nous signaler pour qu'on le corrige. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'études à faire autour des constantes fondamentales, et de temps en temps, donc là ça c'est purement descriptif, vous regardez ce que ça donne, et puis de temps en temps vous avez des exercices qui vous soulignent quelles sont les compétences travaillées, les compétences Python travaillées, et vous avez un certain nombre d'exercices. Et là vous pouvez vous-même essayer de rentrer votre code dans la cellule Python pour répondre successivement à chacune des questions. Si vous n'y arrivez pas, ou si dans un premier temps votre objectif n'est pas de développer vous-même du code Python, on a pensé à vous, vous avez systématiquement la solution de chaque exercice qui vous est donné. Donc vous allez le repérer avec une cellule qui est affichée sur fond vert, qui est intitulée solution, et on vous explique qu'il vous faut décommenter la commande ci-dessous. Donc le symbole de commentaire en Python, c'est le dièse, ici, le hashtag. Donc vous devez effacer ça, et vous appuyez sur Enter. Ça a chargé le code Python qui est la solution de l'exercice, mais la première fois que vous appuyez sur Shift Enter, ou que vous appuyez sur Run, ici, Run this cell, ça va juste charger
le code Python. Ça ne va pas l'exécuter. Donc c'est en 2 temps. Vous appuyez une première fois sur Run, vous faites Shift Enter pour charger le contenu de ce fichier, avogadro.py qui contient la solution, et vous refaites une deuxième fois Shift Enter pour l'exécuter. Et ça ressemblera toujours à peu près à ça. La réponse à la question 1. La réponse à la question 2, il n'y a pas vraiment de réponse, parce que la question 2, si vous l'analysez dans cet exemple-là, on vous demande simplement de sauver le contenu, on vous demande de sauver une constante fondamentale, la constante d'Avogadro, dans une variable NEA, et on ne vous demande pas de l'afficher ici. Donc ça, c'est une commande muette, en quelque sorte, et on l'affiche justement dans la question 3. Voilà. Donc, etc., etc., vous avez plusieurs thèmes sur les chiffres significatifs, et ainsi de suite. Sur ensuite, alors là, c'est pas encore véritablement la partie atomique, mais c'est un prérequis, un petit rappel important. Et vous avez la partie atomistique qui démarre avec les isotopes et l'abondance isotopique, qui était inclus, qu'on avait inclus dans le chapitre 1, prérequis, généralité et introduction. Voilà, donc là vous avez un certain nombre d'exercices. Si je reviens en arrière, donc là à partir de là, vous pouvez dérouler et petit à petit faire les exercices au fur et à mesure de l'avancement du cours. Encore une fois, vous avez systématiquement la solution aux exercices. Si vous regardez, c'est séquencé. Alors ça s'appelle V0 pour l'instant, hein, il est noté V0, ce notebook Python, chimie théorique et modélisation -V0, parce que dans le courant du semestre, on sera peut-être amené à rajouter des exos, en relation avec les TD et le cours. Donc si on regarde ici, vous avez par exemple l'exercice, vous reconnaissez l'exercice sur le lithium naturel. Donc c'est pas exactement les mêmes questions que l'exercice que vous avez traité en travaux dirigés. C'est une autre façon de répondre aux questions. Voilà, donc il y a peut-être des choses différentes ou supplémentaires, ou etc. Donc vous avez des exercices sur la partie isotope, vous avez ensuite des exercices associés au chapitre 3, en particulier sur l'atome d'hydrogène. De temps en temps, vous avez des indices, hein, ça dépend. Quand on a estimé nécessaire de donner quelques indices, parce que sinon c'est trop dur de démarrer, on l'a fait. Vous les retrouverez toujours sur fond jaune. Encore une fois, ici cet exercice, vous avez donc des indices, ça c'est la petite nouveauté, une cellule dans laquelle vous pouvez entrer votre code Python pour répondre aux exercices, aux questions de cet exercice-là, et ensuite, sinon, si vous ne savez pas faire, ou si vous ne voulez pas dans un premier temps développer du code Python vous-même, alors, en général, c'est du code Python assez simple. C'est du code Python simple, c'est quelques lignes. Hein. Bon, mais néanmoins, si dans un premier temps, c'est pas votre truc, vous pouvez charger la solution. Donc, je répète encore une fois, vous enlevez le hashtag là devant, le symbole dièse. Vous chargez, ça va vous charger le code, donc la solution de l'exercice, et après, vous pouvez exécuter la cellule pour voir la solution. Donc vous avez quelques applications autour de atomes et orbitales atomiques, quelques applications autour du chapitre 4 sur le tableau périodique des éléments. Alors là, il y a une partie pour les informaticiens en particulier. On a développé une classe Python à la fois pour... parce que dans le chapitre 4 ici, on s'appuie sur une bibliothèque qui est une bibliothèque anglo-saxonne, qui s'appelle Mendeleïev, mais tout est écrit en anglais. Donc là, on a développer une classe pour patcher la bibliothèque Mendeleïev en rajoutant un peu de français, le nom des éléments en français en particulier, en rajoutant les familles des éléments en français. Et puis il y a 2-3 trucs, 2-3 classifications dans Mendeleïev, enfin classifications, 2-3 propriétés dans Mendeleïev avec lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord. Donc on a aussi patché Mendeleïev pour le mettre en accord, pour l'aligner avec ce que vous voyez en cours et en TD. Voilà, donc ça peut intéresser les informaticiens d'analyser ce code-là. On a essayé de faire ça aussi bien que possible avec nos connaissances de chimistes, c'est-à-dire qu'on a écrit une classe Python. C'est peut-être par certains aspects maladroit, mais quand même, ça exploite la notion de langage orienté objet, c'est pas si mal fait que ça. Voilà, donc ça peut intéresser les informaticiens ou les gens intéressés par les maths applis.
Donc voilà, donc ça, vous ne laissez pas effrayer, il y a beaucoup de code Python ici, mais ça, c'est pas pour les chimistes et les physico-chimistes, pas dans un premier temps, ou les physiciens, pas dans un premier temps en tout cas. Hein. Ça, c'est fait au contraire pour qu'après on s'en serve, et que ça facilite la vie de tout le monde dans l'utilisation de Mendeleïev. Hein, des fois, utiliser une bibliothèque Python, c'est un peu compliqué, un peu casse-pied. Donc là, on a fait ces choses-là pour essayer de vous simplifier la vie et créer ce qu'on appelle des macro-commandes. Voilà, donc vous verrez, vous pouvez utiliser ces macro-commandes, ça devient relativement simple. Et en particulier, vous verrez que vous allez afficher normalement un tableau périodique interactif, qui est assez sympa, me semble-t-il. Voilà, donc après vous avez des choses autour des évolutions des propriétés des éléments, et cette notion de périodicité, etc., etc. Comme je vous le disais en introduction, on va se servir de quelques bibliothèques, soit très simples, soit ambitieuses, mais qui ne font pas forcément partie des bibliothèques que vous pouvez installer via Anaconda. Donc on a un plan B, heureusement, une petite commande bien pratique qui s'appelle pip. Moi je travaille qu'avec ça pour installer les bibliothèques, je n'utilise que pip. Donc pip, c'est une alternative pour installer des bibliothèques et ça va le chercher dans un environnement, enfin sur des sites web, de façon beaucoup plus large que ce que fait Anaconda. De plus large que ce que fait Anaconda dans sa configuration par défaut. Donc illustrons ceci avec la bibliothèque Sigfig, donc il vous est expliqué quelque part que c'est une bibliothèque sympathique dès lors qu'on veut travailler avec des valeurs numériques et réduire l'affichage numérique en affichant uniquement les chiffres significatifs, ou éventuellement même pour afficher un nombre avec l'incertitude associée à cette quantité. Donc vous l'avez ici, vous avez, je vais agrandir peut-être un petit peu la police de caractère. Donc vous voyez ici dans cette cellule, on veut importer la fonction round de Sigfig, un petit peu plus haut ou plutôt un peu plus bas. Enfin un peu partout on explique ce que ça fait, et puis vous pouvez comprendre par l'exécution, par l'exemple. Donc si ici j'exécute cette cellule, il y a une petite étoile qui s'est affichée parce que ça réfléchit, et très vite, ça me dit qu'il y a une erreur, et l'erreur module not found error, il n'y a pas de module appelé Sigfig. Donc ça c'est le message classique quand la distribution Python n'intègre pas la bibliothèque que vous voulez utiliser. Donc on va utiliser pip, vous l'avez juste au-dessus. On vous dit d'installer, si vous voulez, la première fois que vous voulez utiliser pip, que vous voulez utiliser Sigfig, vous pouvez décommenter cette ligne, donc vous enlevez le dièse, et vous laissez point d'exclamation pip install Sigfig. On va faire shift entrée. Donc il y a la petite étoile, disons, qui réfléchit. Soyons un peu patients. On attend un message de sortie. Voilà. Donc c'est aller chercher Sigfig. Donc j'ai un peu triché parce que je l'avais déjà téléchargé avant pour pouvoir accélérer un petit peu les choses. Donc là ça me dit que ça utilise une version qui était dans la mémoire cache, dans le cache du disque. Mais sinon vous verrez apparaître une petite barre de défilement vous disant que c'est en train de le télécharger. C'est tout petit, hein, parce que ça fait quelques dizaines de kilooctets seulement, donc c'est vraiment un tout petit code, hein, mais bien pratique. Et si cette fois-ci je l'exécute, normalement, si j'exécute la cellule du dessous, qui exploite Sigfig, vous voyez que j'ai plus de message d'erreur, et j'ai différentes sorties qui affichent, qui exploitent la fonction round de Sigfig. Donc après, à vous de découvrir ce que ça fait et comment l'utiliser. On va avoir la même problématique, alors je vais afficher ici la table des matières, la même problématique avec une bibliothèque qui s'appelle Mendeleïev, qui est ici. Voilà, donc dans le chapitre 3, on va commencer à rencontrer Mendeleïev, la bibliothèque Mendeleïev, du nom de Dmitri Mendeleïev, bien sûr. Qui est très sympa, c'est une base de données du tableau périodique, donc il y a des tas d'informations dans cette bibliothèque qui sont des informations sourcées, avec généralement toutes les valeurs mises à jour, des masses molaires, des énergies d'ionisation, etc. Donc à vous de découvrir cette bibliothèque-là, mais cette bibliothèque ne fait pas partie de la distribution Anaconda, et on ne peut pas l'installer facilement avec l'interface graphique Anaconda. Donc c'est pas grave, c'est prévu. On va installer Mendeleïev ici, j'enlève le petit commentaire. Pip install Mendeleïev.
Donc la petite étoile ici, hein, toujours pareil, tant qu'il y a une petite étoile devant une cellule, hein, ici, Python, c'est que ce qu'on appelle le kernel Python est en train de travailler. Donc ça a travaillé et ça vous dit que c'est allé chercher downloading, hein, c'est allé télécharger Mendeleïev, et puis un certain nombre de choses qui vont avec. Et tout va bien, on a le message qu'on attend, l'installation c'est bien passé. Donc c'est un succès, tout va bien. Donc maintenant on peut remettre, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, on peut remettre le petit commentaire devant. Ça sert à rien d'installer un nouveau Mendeleïev puisque maintenant ça fait partie de votre distribution. Je peux vous faire une démo, hein, si maintenant vous demandez à installer Mendeleïev, toujours pareil, petite étoile. On attend un petit peu. Le kernel Python est en train de faire tous ses tests. Et c'est en train de vous dire requirement already satisfied, donc il y a déjà tout qui est présent sur le disque, ce qui veut dire que voilà, c'était une commande inutile. Donc vous inquiétez pas, on n'a rien cassé, simplement il n'y a pas de nouvelle installation qui a été faite. Bon, petite démo ici qui vous est donnée. Si j'exécute maintenant, toujours pareil, petite étoile tant que c'est pas fini, vous avez ici un certain nombre d'informations. J'ai utilisé le cuivre, hein. Vous avez la configuration électronique fondamentale du cuivre, extensive, hein, donc avec en démarrant de la sous-couche 1S ou en utilisant la version simplifiée. Alors là, je ne sais pas pourquoi, alors que dans la configuration électronique totale, lorsqu'il y a un seul électron dans une sous-couche, il est écrit 4S1 par exemple ici. Ici, il est juste écrit 4S, donc le 1 est implicite. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas vu où est-ce qu'il fallait corriger le code. Bon, c'est pas grave. Vous saurez que c'est 4S, ici c'est 4S, sous-entendu 1. Ça vous dit qu'il y a un électron célibataire dans le cuivre. Ça vous dit quels sont les états d'oxydation du cuivre les plus courants. Donc il faut comprendre ici que c'est Cu+, et Cu2+. Ça vous donne la configuration électronique fondamentale de Cu2+. Donc ça c'est bien qu'il faut d'abord ioniser l'électron de la sous-couche 4S et ensuite un électron de la sous-couche 3D. Et ça vous dit qu'il y a un électron célibataire au final dans Cu2+. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ici un certain nombre de commandes, de fonctions ou de données tirées de Mendeleïev. Donc voilà, donc vous avez un certain nombre de trucs ici, et puis des exercices à faire autour de ça. Donc à vous de découvrir maintenant, de continuer par vous-même. Hein. Donc voilà cette première exploration un petit peu rapide de l'environnement Python et de ce notebook. Dernier commentaire. En cas d'erreur, je veux dire en cas d'erreur, si votre kernel se met en panique. Donc le kernel, vous l'avez ici, voilà, donc là le kernel il est idle, il ne se passe rien, parce qu'on n'exécute rien. Mais si vous avez une petite étoile qui s'affiche et que vous avez, quelque part il y a eu un bug, pas forcément de votre faute, hein, mais un bug, le kernel se met en mode panique, hein, et la petite étoile s'affiche et on n'en sort pas, vous pouvez d'abord essayer d'arrêter l'exécution. Donc vous interrompez le kernel. C'est l'équivalent de CTRL-C ou break, vous arrêtez l'exécution. Donc vous cliquez sur... donc là il ne s'exécute pas, donc c'est complètement idiot, ça ne sert à rien. Mais vous faites interrompre le kernel. Et si malgré tout la petite étoile, hein, je parle bien de la petite étoile qui s'affiche ici quand on essaie de faire une installation, hein, ou un truc, une exécution quelconque, si la petite étoile, au bout de très nombreuses secondes, elle s'affiche toujours et que rien, il n'y a aucune sortie, commencez à vous dire que donc c'est en mode panique, hein, que ici ça ne veut pas s'arrêter et vous devez redémarrer le kernel. Donc ne fermez pas tout, ne fermez pas Anaconda, ne fermez pas le navigateur, etc. Sinon vous allez passer beaucoup de temps. Hein. Non, c'est prévu. Si vraiment ça plante dans les grandes largeurs, pour dire ça un peu trivialement, vous redémarrez le kernel ici, donc vous faites un restart du kernel. Donc là je vais le faire, hein. Il vous dit est-ce que vous voulez vraiment le redémarrer, toutes les variables seront perdues, ça veut dire que tout ce que vous aurez exécuté, en particulier quelque part on a défini une variable NA, nombre d'Avogadro qui contient 6022x23, tout ça c'est perdu. C'est pas le code qui est perdu, hein, mais c'est, parce que c'est un langage interprété, c'est tout ce que vous aurez en mémoire qui est perdu. Donc je reviens ici, hein, quand on a exécuté tout à l'heure, on a fait print MEE, ça nous a affiché 9,109 10-31 kg.
Si maintenant je l'exécute, ben vous voyez là ça met une erreur, et bien parce que c'est pire que ça ne connaît pas le SC qui est le raccourci pour SciPy. Pourquoi? Ben parce qu'il faut tout réexécuter, donc il me faut importer les constantes, donc scipy.constants as sc, réexécuter tout, et cette fois-ci ça fonctionne à nouveau. D'accord? Donc quand vous redémarrez le kernel, vous ne perdez pas votre travail, vous perdez juste ce qui a été mis en mémoire, donc les différentes exécutions. Avant de quitter, surtout si vous avez fait un certain nombre de travaux, que vous avez affiché des sorties, donc là par exemple vers la fin, on va afficher quelque part par ici des structures 2D de molécules. Si vous ne voulez pas perdre le travail des différentes sorties de ce code de Python, ben, n'hésitez pas, vous avez ici le petit symbole Save, donc vous pouvez sauver votre travail. Donc vous sauvez, et si vraiment un jour vous faites une bêtise et que vous faites d'énormes bêtises dans le fichier chimie théorique et modélisation, vous pourrez toujours aller le rechercher sur le site web PyFischem, sur l'espace dépôt GitHub. Voilà, mais il n'y a pas de raison que vous fassiez des grosses bêtises, mais bon, il y a toujours une moyenne de s'en sortir. Donc voilà, bonne découverte ou redécouverte de Python, bon courage, bon test, et j'espère que vous apprécierez de pouvoir aborder certains de ces aspects de cet enseignement sous un angle très différent, un angle numérique, et ici, comme on vous l'explique dans la représentation 2D, un angle un petit peu sciences des données, chémo-informatique. Voilà, donc c'est des approches un petit peu plus contemporaines. Ça ne se substitue pas à l'approche traditionnelle, hein, au champ de connaissances traditionnel, mais ça apporte un complément et une nouvelle façon de voir les choses et aussi une autre façon de faire de la chimie. Voilà, bon courage, à bientôt.